directement, sans mettre dans le chat. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? D'accord. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est le cours numéro 8 relatif au diagramme de classe. Donc, je vais passer au diaporama, comme ça, vous allez voir mieux les diapos. Voilà, donc le diagramme de classe, donc dans le plan, je vais vous faire passer. Donc, rapidement, on va passer en revue les quelques principes de l'orienté objet que vous connaissez déjà. Donc, c'est juste un rappel très rapide. Et par la suite, on parlera plus en détail sur le diagramme de classe. Donc, le diagramme de classe permet, un petit instant, un petit instant. Je vais essayer de parler doucement. Voilà, donc je reviens. Donc, on va passer plus en détail sur le diagramme de classe. Et comme on a déjà décrit brièvement auparavant, le diagramme de classe, c'est un des diagrammes du UML. Et d'ailleurs, c'est le plus important des diagrammes que vous allez voir cette année. Donc, le diagramme de classe permet de modéliser le côté statique du système. Donc, ce que représente le système comme objet, comme méthode, etc. Donc, c'est le côté statique. Euh, donc, les objets, parce qu'ils modélisent les objets, à l'intérieur des objets, on va mettre les attributs, les méthodes et tout ça, mais l'objet, c'est un objet statique. Donc, il n'y a pas le côté traitement qu'on va décrire par un diagramme. Donc, c'est ça la finalité d'un diagramme de classe. Voilà, donc le principe de l'orienté objet, vous connaissez les quelques principes les plus importants. Ce sont la notion de classe et d'objet, la notion d'encapsulation, l'héritage, polymorphisme, etc. Donc, c'est des principes que vous connaissez. Vous connaissez aussi la notion de la classe. Une classe, c'est quoi? C'est une abstraction d'un type de données, donc issue de la réalité. Je modélise une réalité, par exemple observée à travers une abstraction sous forme de classe, donc un type de données qui est réalisé à travers cette abstraction. Donc, ce type de données, il a des propriétés, donc des attributs et des méthodes. Donc, commune à tous les objets. Donc, commune à tous les objets. N'oubliez pas que la notion d'objet, c'est une instance de la classe, d'accord? Et, et à partir de cette instance, donc de cette classe, donc c'est comme si cette classe, c'est le moule, c'est le modèle à partir duquel je peux créer d'autres objets ayant ces propriétés-là. Donc ces propriétés, je parle en termes d'attributs et de méthodes. Donc vous connaissez aussi la notion d'objet, qui est une instance de la classe. Donc c'est une instance de la structure de données, ainsi que du comportement défini par la classe de l'objet. Chaque objet a ses propres valeurs pour les variables d'instance de sa classe et répond aux méthodes définies par celle-ci. Donc, par exemple, si j'ai une classe A, j'ai un objet O1 et un autre objet O2, les deux objets se partagent les mêmes attributs, mais la valeur contenue de ces attributs pour chaque objet sera différente. Donc, une classe, c'est un élément de conception modélisant une entité du problème à résoudre. Donc, vous voulez modéliser une donnée de façon abstraite, vous le faites à travers cette classe. Donc, ces données, donc ça sera une donnée de l'entité, ça sera les variables, et les méthodes, ça sera le code ou bien les procédures qui vont manipuler ces variables-là. Donc, pourquoi on fait ça? Parce que si on remarque l'ancien paradigme
de la programmation procédurale, il n'y avait pas ce regroupement entre les données et les traitements réalisés sur ces données. Donc, dans la programmation procédurale, si vous vous souvenez, lorsque vous avez fait l'algorithmique en première année, en l'occurrence avec le langage C, donc vous avez dans une même structure que vous appelez programme principal ou bien algorithme principal, dans cette structure, vous avez le mélange aussi bien des données ou bien des variables ainsi que les traitements. Donc, il n'y avait pas un regroupement particulier de ces deux notions. Mais avec ce paradigme objet, paradigme orienté objet, les données vont être regroupées avec les méthodes qui manipulent ces données-là, qui manipulent ces variables-là. Donc, on veut regrouper dans une même entité les données et leurs méthodes. Seules les méthodes sont visibles. Donc, en général, on partage les méthodes et du coup, on les déclare de façon publique pour qu'elles soient instanciable ou bien qu'on peut appeler à l'extérieur de cet élément de classe. D'accord? Mais les variables qui sont contenues dans cette variable, ou bien les attributs qui sont contenus dans cette classe, en général, on les rend privés pour qu'ils ne soient manipulables qu'à l'intérieur de cette classe. Et s'il y a une autre classe qui voudrait les manipuler, elle le fera en faisant appel aux méthodes qui manipulent ces attributs, les méthodes de la classe. D'accord? Donc, l'objet, c'est quoi? C'est une instance d'une classe. Donc, on verra la prochaine fois un petit aperçu sur le diagramme d'objet, comment il faut le tracer. Donc, vous avez par exemple une classe, elle a des propriétés. Donc, vous avez propriétaire ou bien des attributs qui sont propriétaires et soldes. Il y a de deux types, string et double, et vous avez deux méthodes, débité et crédité, qui manipulent justement ces champs-là. Donc, on peut définir deux objets. Par exemple, vous avez le premier objet et le deuxième objet. Par exemple, le premier objet, il a comme propriétaire l'attribut Bob et solde 187. Le deuxième objet, c'est un autre type de valeur. Donc, ils se partagent les mêmes champs, mais la valeur de ces champs-là peut différer d'un objet à un autre. Ça, vous le connaissez. Donc, finalement, la classe, la voici, c'est une encapsulation. Vous pouvez me dire à quel moment vous avez arrêté de me suivre? À quel diapo? On était sur quel diapo, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui, madame. On était à quel تقدري diapo? تبارطاجي باش Ah, نوريهولك. d'accord. Donc, ok, je vais partager. Je ne me suis pas rendu compte que j'ai perdu la connexion. Parce que j'ai commencé à expliquer et puis là, je l'ai découvert tardivement. Donc, je ne sais pas à quel moment vous avez arrêté de me suivre.
Donc, théoriquement, j'ai partagé. Voilà, est-ce que vous arrivez à voir mon diapo? Oui, Donc, on avait expliqué, voilà, donc la classe. Est-ce que vous avez suivi cette explication non, قبل. bien avant? La notion de classe. Ce diapo, est-ce que vous l'avez vu? Non, Ça veut dire que j'aurais dû. Bon, je vais essayer de faire passer en diaporama. Je fais passer la diaporama. Je n'arrive pas à voir le côté l'écran pour vérifier est-ce que j'ai perdu la connexion ou pas. Voilà, donc ici, on avait schématisé la notion de classe. On avait dit qu'il y avait la partie attribut et la partie méthode. Et on avait dit qu'une classe pouvait avoir les deux parties, attribut et méthode, ou bien on peut trouver, par exemple, une classe qui a juste des méthodes et elle n'a pas d'attributs. Mais on ne peut jamais modéliser une classe qui a juste des attributs. Du coup, donc on modélise juste les attributs, il n'y a pas de méthode. Du coup, il y a beaucoup de mémoires de PFE où les gens nous montrent, par exemple, avec un diagramme de classe dans lequel il n'y a que des attributs. C'est vrai que, par exemple, on ne peut pas mettre dans le même diagramme tous les attributs, toutes les méthodes, etc., parce que par manque d'espace. Mais, par exemple, on peut, par exemple, dans le diagramme, on peut reprendre, par exemple, pour chaque classe, un attribut, une méthode, pour chaque classe, un attribut, une méthode, juste pour montrer que les deux existent. Et dans les pages qui suivent du mémoire, on décrit plus en détail la classe. Par exemple, la classe locomotive, dans le diagramme, par exemple, on décrit modèle aller en avant. Et dans la page qui va suivre, donc on va dire classe locomotive, voilà ce qu'elle contient. Voici tous ces attributs, voici toutes ces méthodes. Et la même chose pour les autres classes. Donc il faut absolument que dans un diagramme, on retrouve les deux. D'accord? Les deux, ou peut-être on retrouve juste les méthodes. D'accord? Donc, et le schéma d'un objet, donc vous avez ici les données qui sont protégées parce qu'ils sont privés, donc ils ne sont pas visibles depuis l'extérieur de l'objet. Par contre, les services ou bien les méthodes, elles sont publiques, donc elles sont visibles donc, et interpellables depuis l'extérieur, depuis l'environnement externe. Pardon, il y a le bloc, voilà. Donc, et on avait dit donc l'instanciation, la gestion de la mémoire. Quand je vais instancier un objet d'une classe, cette instanciation me délivre un objet qui a une référence. Et on avait dit, la référence était quoi? C'est juste un numéro qui permettait d'identifier l'objet. Et la référence est différente du pointeur. Parce qu'un pointeur, par exemple, lorsque vous avez programmé avec le langage C, le pointeur, c'est une adresse mémoire. Pourquoi c'est une adresse mémoire? C'est parce que les éléments qui sont manipulés dans le langage C, ils sont manipulés au niveau de la mémoire centrale, donc au niveau de la mémoire réelle. Par contre, ici, les éléments qui sont manipulés en Java, par exemple, ils sont manipulés à l'intérieur de la mémoire virtuelle. Donc, ce n'est pas des adresses réelles, c'est juste des références. On peut supprimer, par exemple, une instance, un objet, si on fait appel à la méthode finalize. Donc, c'est à nous de définir cette méthode pour automatiser la suppression d'objets. Mais par contre, en général, la suppression se fait de façon automatique et c'est le garbage collector qui se charge de ça lorsqu'il, selon sa stratégie, avec la stratégie avec laquelle il fonctionne, lorsqu'il voit qu'il y a plusieurs références qui sont plusieurs, si vous voulez, espaces qui sont plus référencés. Donc, c'est lui qui fait le ramasse-miettes de la mémoire virtuelle. Ça, vous le connaissez déjà. Voilà, je reviens, voilà. Donc, vous avez parmi les variables ou bien les attributs et les méthodes, donc deux catégories. Ça, on peut avoir des champs et des méthodes de classe, qu'on appelle de classe, comme on peut avoir des champs et des méthodes d'instance. Donc, les méthodes et les champs d'instance, on décrit si vous voulez, aucune description n'est donnée à ce genre d'attributs ou bien de méthodes. Par exemple, si je prends cet exemple-là, j'ai la classe X, j'ai deux instances, si vous voulez, deux objets de cette classe, l'objet X1 de X et l'objet X2 de X. Donc, par exemple, ici, je vois bien qu'il y a un attribut d'instance.
qui est la variable ou bien l'attribut B, donc de type int. L'attribut B au niveau de l'instance x1, il contient la valeur 37, alors que l'attribut B dans la deuxième instance, il contient la valeur 42. Donc cet attribut n'est lié avec aucune description. C'est un attribut d'instance. Les deux attributs, ils évoluent différemment selon l'objet. D'accord? Ils auront des valeurs différentes. Par contre, ici, je peux définir, par exemple, un attribut ou bien même une méthode de classe. S'il y a un attribut de type classe, je dois faire mentionner le mot statique. Par exemple, ici, j'ai un attribut A de type int. Donc, cet attribut, il est statique. S'il est défini avec ce mot-là, ça veut dire que cet attribut, il est partageable, il est partagé par toutes les instances, en l'occurrence par l'instance x1 et x2. Donc, x1 et x2 vont partager le même A qui a toujours la même valeur 22. Donc, pour x1, A égale à 22. Pour x2, A égale à 22. Bien sûr, ce A-là, c'est un attribut de la classe X, un attribut de classe. La même, si vous voulez, la même philosophie au niveau des méthodes. Je peux trouver des méthodes de classe comme je peux trouver des méthodes d'instance. S'il y a des méthodes d'instance, donc ces méthodes-là, ils peuvent aussi bien manipuler les champs de classe que les champs d'instance. Par exemple, si je définis une méthode M1 de classe, plutôt qui n'est pas de classe, d'instance, une méthode d'instance M1, M1 peut manipuler B et peut manipuler A. Par contre, si je définis une méthode de classe, celle-ci, si la méthode elle est de classe, ça veut dire je définis public, statique, M2, par exemple une autre méthode M2, mais elle est définie de façon statique, cette méthode-là ne peut manipuler que les attributs de classe qui sont statiques aussi. Donc, voici un exemple. Donc, ici, vous avez la classe compte, des attributs qui sont privés, donc qui sont invisibles depuis l'extérieur. Ici, vous avez le constructeur, appelé lors de la construction d'un objet ou bien d'une instance, donc à travers l'opérateur new. Et vous avez une méthode, ici, vous voyez bien, il y a deux méthodes d'instance. Donc, ces méthodes, elles sont publiques, elles sont visibles depuis l'extérieur. Je peux trouver, par exemple, deux attributs. Je peux définir, par exemple, deux attributs count du type statique. Statique, ce champ partagé par toutes les instances. Donc, par exemple, je peux définir, par exemple, une méthode qui permet de manipuler cet attribut. Donc, la méthode n'est pas donnée ici. Je peux donner une méthode qui manipule ce genre d'attributs statiques. Voici un petit schéma pour refléter la manière comment on doit représenter un diagramme de classe. Donc, c'est une vue graphique. Graphique, pourquoi? Parce qu'on utilise un diagramme UML. UML permet de visualiser de façon graphique le côté statique, le côté dynamique et le côté fonctionnel d'un système. Donc, n'importe quel système. Donc, UML, je peux l'utiliser dans tous les domaines, pas seulement l'informatique. Et il permet à forte théorie, donc à meilleure chance, de modéliser les systèmes informatiques. Donc, puisque dans notre contexte, on va représenter un système informatique, donc ce dont on est intéressé dans un système informatique, c'est par la représentation des données informatiquement parlant et la représentation des traitements informatiquement parlant. Donc, par exemple, s'il y a des traitements qui sont faits dans le système qu'on ne peut pas programmer, on ne va pas les représenter parce qu'on est en train de modéliser un système informatique. Mais par exemple, si on devait, par exemple, représenter un autre type de système, par exemple, un système de construction d'une maison, ça fait appel aux techniques de construction et de bâtiment. Ça, c'est pas notre domaine informatique, donc il n'y a pas de la programmation dans ce domaine-là. Donc, on peut modéliser des traitements et des attributs dans le contexte de la construction de bâtiments. D'accord? Mais il faut se limiter dans notre contexte, puisque c'est informatique, donc on est intéressé par le traitement automatique de l'information. Toute information qui n'a pas un traitement informatisable
ne devrait pas être modélisé dans le cadre de notre système informatique. D'accord? Donc ici, par exemple, si je vois ce diagramme-là, donc je modélise par exemple 3 objets qui ont bien 3 classes, qui sont personnes, employés et compagnie. Donc plus tard, ces classes, je vais les traduire sous forme de programmation. D'accord? Donc vous voyez bien ces classes, elles sont reliées à travers des relations. Parmi les relations, que je peux trouver l'héritage. Par exemple, un employé, avant d'être un employé, c'est d'abord une personne, donc il hérite de la classe personne. Et par exemple, un employé, il peut être membre d'une compagnie. Il peut appartenir à il peut ne pas appartenir, comme il peut appartenir à une compagnie une seule. Et euh, une compagnie, elle aura plusieurs employés comme membres. Donc ici, vous voyez bien que, par exemple, un employé, il peut appartenir à une compagnie, comme il peut ne pas appartenir, parce que, par exemple, si un employé devient retraité, donc il n'est plus dans la compagnie, donc c'est pour cette raison que vous avez 0. Bon, voilà. Euh, Donc, nous avons vu parmi les diagrammes, donc le diagramme, en l'occurrence le diagramme de cas d'utilisation, il permettait de modéliser tous les méthodes qui sont réalisées par le système, mais sans décrire comment que ces méthodes vont être réalisées. Le comment, c'est le diagramme, par exemple, d'activité qui permet de décrire pour chaque méthode le comment, c'est-à-dire son algorithme, si vous voulez. Le diagramme de classe, par contre, il permet de spécifier la structure statique du système, ce qu'est le système, d'accord, en termes de classe et en termes de relation entre les classes. Donc ça, on l'a défini. Donc une classe, c'est quoi? C'est la structure commune entre objets. Et la classe est représentée par un rectangle, ça on l'a vu, le nom, etc. Parmi la classe, donc la classe, elle a un nom, une identité si vous voulez. Elle a la partie, si vous voulez, attribut, qui est l'état, et la partie comportement, qui sont les méthodes. D'accord? Ça, on l'a vu. Voilà, donc c'est pas la peine de lire tout ça. Voilà. Donc, exemple de classe, je peux trouver, par exemple, je veux modéliser une classe animale qui est chien. Parmi les attributs qui rentrent dans le cadre de la classe chien, par exemple, nous avons le nom, la race, l'âge, la couleur. Et parmi les méthodes que je peux déployer dans cette classe, aboyer, chercher le bâton, montre, faire le mot. Toutes ces méthodes, elles sont adaptées au chien, donc à la classe chien ou bien l'objet chien. Par exemple, j'ai une classe ou bien un objet compte, les attributs, donc ça peut être le numéro, le type, le solde, ligne de crédit, etc. Les méthodes qui sont que je peux utiliser avec le compte, je peux trouver par exemple le retrait, le virement, le dépôt, etc. La consultation de solde, etc. Par exemple, j'ai une classe voiture, bien un objet voiture. Donc, les attributs, ça peut être plaque, marque, couleur, vitesse. Et les méthodes, ça peut être tourner, accélérer, s'arrêter, faire le plein, klaxonner, etc. Par exemple, ici, je ne peux pas, par exemple, dans la classe voiture, je ne peux pas trouver, par exemple, une méthode qui s'appelle retrait, virement, dépôt. Parce que retrait, virement, dépôt, c'est quelque chose qui s'applique sur les comptes. Ça ne s'applique pas sur les voitures. D'accord? Et du coup, si je rajoute lors de ma modélisation ces méthodes dans cette classe voiture, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait une mauvaise modélisation parce que je n'aurais pas respecté un principe important de la modélisation dans une classe, c'est de respecter la cohérence. Tout ce qui est dans la classe doit être cohérent. Si je modélise une voiture et je donne des propriétés de la voiture, il faut que les méthodes qui sont déployées dans cette classe, ça se rapporte sémantiquement à la voiture. Si je trouve d'autres méthodes, donc c'est faux. Donc je n'aurai pas respecté la cohérence de la classe. Vous avez aussi dans une classe, les attributs peuvent avoir plusieurs modificateurs. On les appelle des modificateurs. Par exemple, ici, je peux trouver, par exemple, pour le plus, c'est public. Par exemple, pour le moins, c'est privé. Le dièse, c'est protégé. Souligné, c'est lorsque l'attribut
il est statique, slash lorsque l'attribut peut être le complément d'un autre attribut. Donc, c'est une concaténation, si vous voulez. Par exemple, ici, j'ai décrit un attribut name de type string et j'ai décrit un autre attribut qui s'appelle complete name. Donc, ce complete name vient compléter l'ancien attribut qui est le name. Donc, pour dire que c'est le complément, je mets le slash. Donc, voici, donc ça définit, ces modificateurs définissent le niveau de visibilité de l'attribut. Donc, public pour plus. Protégé, ça veut dire ici l'attribut n'est accessible que par, que par les classes filles ou bien les objets filles, c'est la classe. Vous avez privé, donc il n'est accessible qu'à l'intérieur de la classe, pas depuis l'extérieur. Donc, si on veut l'accéder depuis l'extérieur, on le fera à travers les méthodes de la classe. Enfin, les méthodes, qu'elles soient de classe ou bien qu'elles soient d'instance. Donc, vous avez le souligné, c'est pour les attributs de classe, donc tout ce qui est statique. Donc, si j'ai un attribut statique, je dois définir de façon soulignée. Ici, souligné. Comme tout à l'heure, on a vu l'exemple de l'attribut A. Donc, l'attribut A, je dois le définir de façon soulignée. Donc, c'est pour dire que c'est un attribut statique. D'accord? Et ainsi de suite. Voilà, complément. Donc, un attribut peut avoir un autre dérivé. Donc, on le fait mentionner avec le slash. Voilà, donc quelques types de déclarations. Déjà, au niveau de la déclaration d'un attribut, donc le niveau de visibilité privée, protégé, etc., on peut donner même son type ici. On peut même mentionner combien de fois il va se répéter. Par exemple, ici, URL, vous avez un attribut URL. Donc, on a mis 3. Donc, ça veut dire cet attribut, on doit avoir un premier URL, un deuxième, un troisième URL. Donc, c'est un attribut qui contient 3 valeurs possibles. Cette déclaration, elle est intéressante lorsque je veux définir, par exemple, des attributs, par exemple, tels que le téléphone. Des fois, pour définir, par exemple, la classe personne, elle a plusieurs téléphones. Donc, téléphone, supposons elle a le fixe, elle a le mobile, donc le smartphone. Donc, je définis téléphone 2 pour dire qu'il y a 2 téléphones pour cette personne. Par exemple, pour l'email, elle a un email Gmail et un email .dz, par exemple. Donc, ça peut être intéressant. Donc, je peux donner même la multiplicité de l'attribut. Donc, et cet attribut, il peut avoir une valeur de départ. Donc, on peut l'initialiser au départ. INT, I égale à 2, par exemple. Le I va démarrer à partir de 2. Ici, vous avez les opérations, bien les méthodes. Donc, ce sont tous les, si vous voulez, tous les services rendus par la classe. Donc, la même chose pour une méthode. Donc, je trouve sa visibilité. Est-ce que c'est public, etc. En général, les méthodes elles sont publiques. Et le nom de la méthode, les possibilités d'avoir les paramètres de la méthode et le type de retour. Par exemple, ici, vous avez la méthode, elle est publique, puisqu'il y a un plus, elle s'appelle make profit, elle n'a pas d'attribut, et le type de retour, c'est réel. Par exemple, ici, public, start work, c'est le nom de la méthode, elle admet un attribut en entrée, work, de type string. Ici, comment je sais que c'est un attribut en entrée? C'est parce que j'ai le mot in. Ce mot in n'apparaît pas au niveau de la programmation, mais au niveau de la modélisation, il peut apparaître. Et comme outil de modélisation, par exemple, si je prends par exemple un éditeur de modélisation, par exemple, en l'occurrence star UML, je peux définir par exemple pour un attribut ces éléments-là, est-ce que c'est en entrée et c'est en sortie. Donc, lorsque vous utilisez un éditeur, il peut vous donner ce genre d'informations. Est-ce que c'est in ou bien c'est out, ou bien in-out. Donc, il est en entrée, en même temps, il est en sortie. Ici, ça part. On va montrer. Bon, je ne sais pas si je peux définir ça. On peut trouver ce genre de détails, je crois, visibilité. Donc, voici visibilité publique, protégée, privée ou bien package. Donc, il appartient à un dossier, si vous voulez, fait partie d'un ensemble
Voilà, donc ici, on ne le voit pas, mais il y a possibilité de trouver d'autres éditeurs. Là, il vous montre que, par exemple, pour un attribut, je peux trouver le mot-clé in ou bien out. Est-ce que je suis là? Voilà, je suis là. Voilà, très bien, je continue. Les types de relations. Donc, les types de relations, on avait dit un diagramme de classe. C'est quoi? C'est un ensemble de classes où les classes sont reliées avec des relations. Donc, ces relations, c'est des associations. Donc, il y a plusieurs types d'associations. Donc, je peux trouver une relation simple, une association simple, donc modélisée à travers un trait simple, comme je peux trouver une association généralisation, donc c'est l'héritage, comme je peux trouver l'agrégation, comme je peux trouver la composition. Ceux-là, on les a déjà vus auparavant dans les fameux TP qu'on a déjà engagés. Et dernièrement, on a commencé à s'intéresser à cette dernière type de relation entre classes qui est l'implémentation, implements. Donc ici, pour traduire la généralisation, c'est extends. Ici, pour traduire l'agrégation, on avait dit on représentait un vecteur ou bien un tableau ou bien array list des éléments agrégés dans la classe agrégat. La même chose ici au niveau de la composition, mais ici on devait représenter une classe et à l'intérieur de cette classe, on représente une classe interne qui sont des éléments composants de la classe la plus externe qui est le composite. Donc ici, l'implémentation est un petit peu spéciale. Et dernièrement, nous nous sommes intéressés à l'implémentation d'interfaces. Les associations, ils ont donc c'est une relation, si vous voulez, binaire entre deux classes, par exemple. Donc une relation binaire est composée de deux associations, si vous voulez, de deux éléments. Ici, la relation d'association, elle peut avoir une multiplicité, ce que vous appelez cardinalité. Donc ici, ça peut être 1, donc 1 et un seul, ou bien 0, 1. Donc ça veut dire 0, 1, MM, donc de M à M, donc bien spécifié. Et toi, ça veut dire c'est 0 ou plusieurs. Je peux aussi décrire 0 ou plusieurs de cette façon. Ici, ça signifie un ou plusieurs. Et exemple, je peux nommer. Je peux ségrégation, composition, bien implémentation. Je peux les nommer. J'ai une classe enseignant. J'ai une classe enseignant. Appelle travaille pour. Donc, un enseignant travaille pour une université. Et dans une université, je peux trouver plusieurs enseignants qui travaillent pour celle-ci. D'accord? Comme je peux donner un sens de lecture. Donc, si je mets une petite flèche, je vais donner le sens de lecture. Donc, je vais dire dans ce sens et pas dans l'autre. Par exemple, ici, enseignant travaille pour université. Et le sens inverse, je ne vais pas le lire parce que là, j'ai donné le sens de la lecture. Je peux donner, pour chaque extrémité, je peux nommer chaque extrémité. Par exemple, ici, une personne est enseignante dans une université et une personne peut être étudiant dans une université, par exemple. Donc, j'ai deux sens de lecture différents. Par exemple, une personne est pilote d'un avion et une même personne, une autre personne peut être passager. Donc, si vous voulez, il y a deux rôles différents selon le cas. Donc, une personne peut être pilote comme elle peut être passager. Ici, donc le nom des... Voilà, donc ici, il y a possibilité de modéliser de meilleure façon une association. Par exemple, si je prends le cas de deux classes, parents et enfants. Par exemple, un enfant, il a deux parents exactement, donc une maman et un papa, donc deux parents.
Et un parent peut avoir 0 ou plusieurs enfants. Donc, cette façon de modéliser, elle est fausse. Parce que si je vois la nature de enfants et parents, ils sont tous deux des personnes. Ils sont tous deux des personnes. Ce qui diffère ces deux personnes, c'est par le rôle qui est joué par chacun d'eux. Par exemple, si je modélise de cette façon, donc je vais modéliser les personnes, pourquoi je modélise une seule classe? C'est parce que si je modélise parents et enfants deux classes séparées, j'aurai à reporter dans parents les mêmes attributs que enfants. Parce que parents et enfants, ils ont tous deux le nom, le prénom, l'adresse, par exemple, date de naissance comme étant un attribut, etc. Et même les méthodes pourront être les mêmes. Donc, pour ne pas dupliquer cette modélisation, on préfère mettre une seule classe, qui est personne, puisque enfant c'est une personne et parent c'est une personne. Sauf que la relation est différente. Par exemple, ici, j'aurai une association réflexive. Ça veut dire une relation de la classe avec elle-même. Et le sens de lecture définit le rôle de la personne. Par exemple, si je prends une personne, elle peut être enfant de, bon, ici on a mis 0, mais ici c'est le cas général, mais 0 à 2 parents, et une personne par an, elle peut avoir 0 à plusieurs enfants. Donc, la meilleure modélisation, la plus correcte, c'est bien celle-là. Donc on avait dit ici, par exemple, un autre exemple de la classe réflexive. Donc, j'ai une classe personne. Et pour personne, si elle est patron sur plus, elle va diriger 0 à plusieurs employés. Pourquoi 0 employés? Parce qu'une personne patron ne peut pas diriger elle-même. Donc, c'est pour cette raison 0. D'accord? Ou bien plusieurs employés. Et une personne employée, elle est dirigée par 0 à une personne. D'accord? Pourquoi 0 par une personne? Parce que si je prends l'employé qui est le patron lui-même, il a zéro patron. Le patron, si vous voulez, l'employé patron n'a pas de patron. Si vous voulez. Il est dirigé que par 0 patron. Donc, c'est pour cette raison, on met 0. Ou bien un seul patron. Donc, ici, vous avez un exemple aussi d'association avec le sens de lecture. Par exemple, une personne travaille pour, donc vous avez le sens de lecture, travaille pour 0 à plusieurs entreprises et dans une entreprise, emploi, donc la relation emploi, elle emploie un à plusieurs personnes. Donc, de ce côté, c'est employé et de ce côté, c'est l'employeur. La personne, elle joue le rôle d'employé et l'entreprise, elle va jouer le rôle d'employeur. Donc, on peut définir tout ce genre de détails dans les associations. Donc ici, la multiplicité, on l'avait dit, donc ça peut être de plusieurs types. Donc ici, comme l'exemple ici, vous avez la multiplicité 1, ici 0 étoile. Donc une personne possède 0 à plusieurs voitures et une voiture, elle est possédée par une personne et une seule. Vous avez ici la classe pays. Toujours avec moi. Vous avez la classe pays et la classe capitale. Donc, il y a une association 1-1. Par exemple, un pays a une seule capitale et une capitale, elle appartient à un pays et un seul. Donc, par exemple, ici, par exemple, ça, c'est le diagramme de classe. Je fais des instantiations d'objets de ces classes-là. Donc, je peux trouver plusieurs instantiations. L'ensemble de ces instantiations constitue mon diagramme d'objets. Par exemple, ici, la première instance, je crée un objet pays. Donc, le nom, c'est Canada. Donc, le nom, c'est Canada. Il a pour capitale, donc ici, le nom de la capitale, c'est Ottawa. Le deuxième objet, donc c'est l'objet France, donc le nom c'est France, et la capitale c'est Paris. Le troisième objet c'est Sénégal, donc le nom c'est Sénégal et la capitale c'est Dakar. Donc l'ensemble de ces objets constitue mon diagramme
d'objet. Donc, le diagramme d'objet, finalement, c'est fait pour tester un peu la validité de mon diagramme de classe, pour donner des exemples qui me permettront de voir mieux comment ça va se passer lorsque je vais passer à la programmation. Voici un autre diagramme de classe. Donc ici, vous avez la relation étoile-étoile, multiplicité étoile-étoile. Étoile, ça veut dire ça veut 0 ou plusieurs. Donc une personne possède 0 à plusieurs actions dans une société, et dans une société, je peux trouver 0 à plusieurs personnes qui possèdent des actions. D'accord? Donc je peux trouver, par exemple, pour la même société, donc j'ai un objet société qui s'appelle GE, et un deuxième objet société qui s'appelle IBR. Donc pour cet objet GE, donc j'ai 3 personnes, donc Mohamed, Zakaria, Ibrahim. Donc ces 3 personnes, ils possèdent des actions dans cette société, dans cet objet GE. Par contre, pour la société IBM, j'ai la personne Ibrahim, j'ai Ibrahim et Iman. Donc, Ibrahim et Iman possèdent des objets, des actions plutôt, dans la société IBM. On voit bien ici, on voit bien que Ibrahim, il possède des actions dans la société GE, il peut aussi posséder des actions dans la société IBM. Cela est rendu possible, c'est parce qu'il y a la multiplicité plusieurs. Donc, une personne peut être rattachée, peut posséder des actions dans une ou plusieurs, sociétés, etc. Comme je peux trouver, par exemple, une autre personne, donc ça, c'est pas Ibrahim, c'est plutôt Paul, donc il fallait que je change le nom ici. Donc ici, qui ne possède aucune action, et dans ce cas-là, il ne sera pas rattaché à un objet société. D'accord? Cela est rendu possible parce que étoile veut dire aussi zéro, ce qui fait qu'une personne peut ne pas être rattachée à une société. Donc, comment faire la navigabilité d'une association? C'est le sens de lecture. Donc, je navigue comme ça. Citoyen vote pour 0 à 1 candidat. C'est le sens de la navigation, c'est le sens de la flèche. Donc ici, les associations, donc elles peuvent être aussi, donc ici, student et course. Donc, student, c'est étudiant. Donc, il rejoint le cours. Donc, si le cours est suivi par plusieurs étudiants, 0 à plusieurs, et l'étudiant suit 0 à plusieurs. Donc, ici, l'étudiant peut suivre 0 à plusieurs cours, et un cours peut être suivi par 0 à plusieurs étudiants. Alors là, j'arrive à une remarque très importante parmi les associations. Parce que nous avons dit que les associations, ça peut être binaire, ça veut dire une classe 1 avec une classe 2 liées à travers une association. Mais on peut trouver d'autres types d'associations qui sont des associations NR. Ça veut dire à partir de 2. Donc, ça peut être relié, par exemple, comme l'exemple que vous voyez ici, un exemple de liaison par une association qui relie 3 classes. Donc, ce qu'on appelle une relation ternaire. Ça peut être quadrinaire, 5, 6, etc. Ça peut être de plusieurs classes peuvent être reliées par une seule relation d'association. Mais les associations NR, elles sont très peu utilisées. Parce que, en termes de traduction au niveau de la programmation, elles deviennent très complexes à programmer. D'ailleurs, on se limite à la rigueur à modéliser les associations ternaires. Donc, on se limite à 3 classes. À partir de 3 classes, on essaie d'éviter la modélisation à partir de 4 classes, 5 classes, etc. Pourquoi? Parce que le modèle devient très complexe à formuler en termes de programmation. Même la sémantique de l'association, une fois que j'aurai plusieurs classes, elle devient très complexe. Par exemple d'association ternaire, donc qui peut relier 3 classes. Ça, c'est une association ternaire, ce n'est pas une classe d'association. Ça veut dire ici, j'ai la classe projet, la classe langage et la classe programmeur. Par exemple,
un projet peut être programmé par 0 à plusieurs langages, par 0 à plusieurs personnes. Et vous voyez déjà, il y a quelque chose qui cloche. Donc, une personne peut programmer 0 à plusieurs projets en adoptant 0 à plusieurs langages. Et un langage peut être utilisé par 0 à plusieurs personnes pour programmer 0 à plusieurs projets. Donc, vous voyez déjà dans la sémantique, il y a beaucoup d'informations qui sont entrelacées, qui sont ambiguës, que peut-être en termes de programmation, en termes de traduction au niveau du codage, devient très complexe. Donc, un exemple de diagramme d'objet, par exemple ici, comme projet, système de comptabilité, c'est un type de projet. D'accord? Nous avons un autre projet qui s'appelle construction assistée par ordinateur. D'accord? Donc, ces deux projets, donc, pour le premier, on va le programmer avec le langage, COBOL. Donc, qui c'est qui va le programmer? C'est une certaine personne qui s'appelle Marie. Cette personne, Marie, elle va aussi programmer le programme de construction assistée par ordinateur et elle va utiliser pour cela le langage C. Donc, c'est un type de modélisation dans lequel je peux utiliser une relation d'association ternaire. Ça veut dire qu'il essaye de relier trois classes entre elles par une association. Voilà. Donc, nous avons vu déjà des exemples d'association réflexive, donc comme par exemple une classe personne est reliée avec elle-même. Donc, une personne peut avoir 0 à plusieurs amis et un ami peut avoir 0 à plusieurs amis. Personnes. Par exemple, une personne époux, donc une personne peut avoir 0 à un époux et inversement. C'est réflexif. Donc, ici, on passe à un autre type d'association qu'on appelle l'agrégation. Ça, c'est l'agrégat, là où il y a le côté losange, et les éléments agrégés qui sont dans l'autre sens. Donc, l'agrégation, c'est un cas particulier d'association, non symétrique. Ça veut dire que si je lis dans un sens, je ne peux pas lire dans l'autre sens de la même manière. C'est-à-dire que ce n'est pas symétrique. Ce n'est pas comme l'association simple. Exprimer une relation de contenance d'un élément dans un ensemble. Nous avons donné déjà l'exemple d'agrégat, par exemple la classe équipe et la classe joueur. Donc, un joueur, il fait partie d'une équipe. Donc, il compose, il est contenu, si vous voulez, il appartient à une équipe. Et une équipe peut avoir plusieurs joueurs, si vous voulez. Donc, c'est une relation de contenance. Les agrégations ne sont pas nommées, donc on ne va pas donner un nom ici, parce que dans la sémantique de l'agrégation, il y a le mot contenance. Donc, parce que les noms, ils sont implicites. Ils sont implicites, signifient contient, composé de, etc. L'agrégation est représentée par l'ajout d'un losange, donc 8, donc ici l'agrégat. Dans l'agrégation, on rajoute le losange 8 du côté agrégat, c'est-à-dire du groupe. Donc ça, c'est l'élément et ça, c'est le groupe. Par exemple de relation d'agrégation, supposons que j'ai une machine qui permet de tondre le gazon, donc de le tailler à niveau, quand on l'appelle la tondeuse à gazon. Donc la voici, la tondeuse à gazon. Donc cette tondeuse à gazon, elle est composée, dans cette tondeuse à gazon, on peut trouver des éléments qui lui appartiennent, si vous voulez. Elle est composée de une lame, donc un moteur, des roues et un carter. D'accord? Donc, ce sont des éléments qui appartiennent ou bien qui composent la tondeuse à gazon. C'est pour cette raison que vous avez des associations ou bien des agrégations, de type agrégation. Par contre, la composition, c'est toujours la même sémantique, mais elle est plus forte, si vous voulez. La composition, c'est une agrégation plus forte. Elle implique qu'un élément ne peut appartenir qu'à un seul agrégat composite. Ça veut dire s'il y a un élément relié avec une classe composite,
Donc cet élément appartient à cette classe, il ne peut pas appartenir à une autre classe. D'accord? Donc c'est une appartenance forte, si vous voulez. Maintenant, si je détruis l'agrégat composite, donc si je détruis cette classe, cela entraîne la destruction de tous les éléments. Parce que ces éléments ne peuvent appartenir qu'à ce composite. Si je détruis le composite, tous les éléments doivent être détruits. Dans ce cas-là, le composite, il est responsable du cycle de vie des parties. Tant qu'il est vivant et les éléments vont rester, si je le détruis, les éléments vont partir. Donc c'est lui qui est responsable de la vie et de la mort des éléments. Exemple de composition. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes en train de me suivre? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui, madame, oui. Oui, madame. D'accord. Donc, exemple de composition, vous avez par exemple une entreprise. Et l'entreprise, elle est composée de 0 à plusieurs divisions. Et une division, elle est composée de de 0 à plusieurs services. Donc ici, vous voyez bien que c'est une composition. Pourquoi c'est une composition? Parce que ça se comprend. Supposons que l'entreprise, elle va être dissoute. Donc elle ne va plus exister. C'est sûr que cette entreprise, si elle va être dissoute, toutes les divisions et tous ces services vont partir. Je ne peux pas laisser les divisions et les services. Parce que ceux-là, ils ne peuvent pas être rattachés à une autre entreprise. Ce sont les divisions et les services de cette entreprise et pas autre. Cette entreprise, elle est partie, ça y est, toutes les divisions et tous les services de cette entreprise vont être supprimés aussi. Donc ici, comment faire? Donc il y a une question. Comment choisir de mettre une composition au lieu d'une agrégation? Comment décider, si vous voulez? Eh bien, il y a, si vous voulez, quelque chose, sémantiquement parlant, qui vous permet de vous orienter, qui va vous orienter pour le choix d'une agrégation au lieu d'une composition. Donc ici, je vais vous lire le texte et on l'explique. Pour décider de mettre une composition plutôt qu'une agrégation, on doit se poser les questions suivantes. La première question, c'est quoi? Est-ce que la destruction de l'objet composite, c'est-à-dire du tout, le groupe, si vous voulez, le plus gros, du tout, implique nécessairement la destruction de des objets composants, les parties? Donc, si la réponse à cette question, c'est oui, dans ce cas-là, je choisis de modéliser la composition. D'accord? C'est le cas, par exemple, si le composant n'ont pas d'autonomie vis-à-vis des composites. C'est-à-dire les composants, ou bien les éléments, ils ne peuvent pas exister en dehors de l'existence du composite. Ils ont une existence tant que le composite existe. Mais si le composite venait d'être supprimé, ils ne peuvent plus exister seuls. Si il y a une situation dans laquelle je réponds à cette question par oui, eh bien, la modélisation qu'il faut choisir dans ce cas-là, c'est la composition. La deuxième question à laquelle on doit répondre, lorsque l'on copie le composite, doit-on aussi copier les composants? Ou est-ce qu'on peut les réutiliser, auquel cas un composant peut faire partie de plusieurs composites? Si un composant peut faire partie de plusieurs composites, donc ici c'est l'agrégation, c'est plutôt l'agrégation. Si on répond par l'affirmative à ces deux questions, on doit utiliser une composition. Bon, attendez, il faut qu'on rechoisit ici, qu'on revient sur cette deuxième. Si on répond par l'affirmative à ces deux questions, on peut utiliser la composition. Donc la réponse à la première question, la réponse à la deuxième question. Essayons de revoir la réponse à la deuxième question. Lorsque l'on copie le composite, doit-on aussi copier les composants? Ou bien, ou est-ce qu'on peut les réutiliser, auquel cas un composant peut faire partie de plusieurs composites? Donc ici, est-ce que division peut faire partie
Une division particulière peut faire partie d'une entreprise et une deuxième entreprise. Donc, normalement, non. Normalement, la division fait partie d'une seule entreprise. Elle ne peut pas aller être partagée par une deuxième entreprise. Donc, si elle fait partie d'une seule entreprise, c'est la composition. Si elle peut, par exemple, être partagée par plusieurs, si vous voulez, autres classes, normalement, c'est l'agrégation, ce n'est pas la composition. Donc, je revois cette phrase, cette deuxième phrase. Donc, ici, vous avez un exemple de composition d'agrégation. Par exemple, ici, vous avez 3 classes, département, l'école, school et étudiant. Par exemple, ici, la relation entre l'école et département. Donc, ici, c'est une relation de composition. Parce que si je supprime l'école, le département ne va plus exister. Parce que toute l'école a été supprimée. Tout ce qui appartient à l'école va être supprimé aussi. Parce que l'école contient des départements. L'école a été supprimée, donc le département n'est plus. Par contre, ici, la relation entre l'école et l'étudiant, c'est une relation d'agrégation. Parce qu'un étudiant peut être membre d'une à plusieurs écoles. Donc, je peux le retrouver dans cette école comme je peux le retrouver dans plusieurs autres écoles. Ici, par exemple, ici, c'est un seul. La différence, regardez la multiplicité ici. C'est un seul. Ça veut dire le département, il ne peut appartenir qu'à cette école. Il ne peut pas appartenir à une autre école. Donc, il n'est pas partageable. S'il n'est pas partageable, ça veut dire son existence, elle est liée à cette école. Si l'école est supprimée, les départements vont être supprimés. Par contre, ici, vous avez la relation entre étudiants et école. C'est une relation un à plusieurs. Ça veut dire un étudiant, il peut être membre de cette école comme il peut être membre d'une autre école. Donc, c'est pour cette raison, l'instance étudiant peut appartenir à plusieurs instances d'école. Donc, c'est pour cette raison, c'est agrégation. Et la sémantique de cette agrégation, c'est lorsque je supprime une certaine école, par exemple, supposons l'école, c'est ESI, donc l'INI, si vous voulez, l'ancien INI. Donc, il appartient à INI, il appartient aussi, il est membre de l'USCHB. Supposons je supprime l'école ESI, donc l'étudiant, il reste toujours attaché à USCHB. Je ne vais pas supprimer l'étudiant pour autant, parce qu'il peut avoir une autre appartenance vers d'autres éléments. Donc, c'est l'agrégation. L'agrégation, ici, vous avez un à plusieurs, alors que la composition, vous avez un seul. Voici un autre cas. Ici, on parle de propagation. Par exemple, ici, vous avez un caractère, il va composer un paragraphe. Et un paragraphe va composer un document. Donc, supposons ici, donc on va lire l'application automatique d'une opération sur un réseau d'objets à partir d'un objet initial quelconque. L'agrégation permet un mécanisme de délégation d'opération. Par exemple, ici, l'opération document.copier. Donc ici, vous avez une méthode qui s'appelle copier. Donc, je vais utiliser la méthode de copier de document. Donc, je vais l'instancier à partir de document.copier. Peut être délégué à l'opération paragraphe.copier en appliquant toutes les instances de paragraphe qui s'imposent, qui composent le document. Ceci peut être à son tour délégué dans les mêmes conditions caractère qu'en copier. Ça veut dire le même traitement qui se fera sur le document va être délégué au niveau du paragraphe, il va être délégué au niveau du caractère. Parce qu'en fait, copier, au plus bas niveau, il faut revenir au caractère, d'accord? Parce que c'est la coupe, le fait de déployer cette méthode copier sur le caractère, c'est ça qui va constituer la copie du paragraphe et c'est ça qui va constituer la copie au niveau du document. Donc ici, on vous dit agrégation versus composition. Donc la relation entre immeuble et appartement.
Donc ici, théoriquement, c'est une relation de composition. Supposons je vais démolir l'immeuble, les appartements ne vont pas rester. Donc elles vont être démolies en même temps. Donc normalement, c'est une relation de composition. Ici, vous avez fenêtre, zone de dessin, l'ascenseur, barre titre. Donc ça parle un peu d'une fenêtre Windows au niveau de votre micro. Par exemple, vous avez une fenêtre, donc, elle a une zone de dessin, donc une zone là où je peux dessiner, un ascenseur, une barre de titre, etc. Donc si je prends par exemple n'importe quelle fenêtre, donc je prends n'importe laquelle. Donc vous avez, voici une fenêtre, c'est une fenêtre, voilà, donc vous avez la barre de titre, voici la zone de dessin, et voici, et on peut trouver un ascenseur quelque part pour naviguer dans cette fenêtre. Voilà, donc ici, par exemple, vous avez un ascenseur de ce côté. Bon, je suis désolée, c'est un peu bloqué, ce stade. Mais je pense que vous avez compris le principe. Donc, je reviens, donc ça coince. Pardon. Donc voici donc une fenêtre, donc le titre, la zone de dessin. Vous avez par exemple la barre de navigation qui est là. Bon, désolé, ça coince un peu, mais je pense que c'est clair. Donc, supposons je supprime la fenêtre, normalement, l'ascenseur, la barre de titre, la zone de dessin vont être supprimées aussi. Supprimer une fenêtre, par exemple, supposons je vais fermer la fenêtre, je ferme la fenêtre, donc tous ces éléments vont partir. Théoriquement, c'est la relation de composition. Donc, vous voyez bien qu'on a bien raisonné. Donc, c'est la relation de composition. Je supprime l'immeuble ou bien je vais démolir l'immeuble, les appartements ne vont pas rester parce qu'ils ne peuvent pas exister sans l'immeuble. La même chose, si je ferme une certaine fenêtre, il n'y aura plus l'ascenseur, ni la barre de titre, ni la zone de dessin, parce que j'ai fermé la fenêtre. Et ces éléments, donc, ils appartiennent à la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, donc les autres ne peuvent plus appartenir à une autre fenêtre. D'accord? Par exemple, ici, vous avez l'étudiant groupe. Un étudiant peut appartenir à plusieurs groupes. Donc, c'est une relation d'agrégation. Je supprime un certain groupe, l'étudiant, il va rester parce qu'il peut être rattaché à un autre groupe. Vous avez un email, la relation entre email et destinataire. Donc, dans un email, il peut être composé d'un à plusieurs destinataires parce que c'est une relation d'agrégation et de composition. Non, c'est une relation d'agrégation. Supposons que je supprime l'email, les destinataires vont rester parce qu'ils peuvent se trouver comme étant des éléments qui appartiennent à un autre email. La relation ordinateur, unité centrale, clavier, écran. Cela, c'est une relation, je pense, d'agrégation aussi. Je supprime l'ordinateur, mais je peux réutiliser l'unité centrale vers un autre ordinateur. Le clavier, je peux le rattacher aussi vers un autre ordinateur. La même chose pour l'écran. Donc, c'est une relation d'agrégation. Donc, vous voyez. Donc, ici, le groupe, donc un étudiant peut appartenir à zéro ou plusieurs groupes, donc agrégation. Par exemple, un email, je peux trouver un ou plusieurs destinataires. Donc, c'est ma relation d'agrégation. Et la même chose, l'ordinateur, je peux lui rattacher ces éléments-là. Donc, ces éléments. Si je supprime l'ordinateur, ces éléments peuvent être rattachés à un autre ordinateur. Les associations, ou bien ce qu'on appelle la classe d'association, comme on a vu dans le TP, la classe d'association entre le technicien et l'équipement. Donc, nous avons vu qu'un technicien, il intervenait sur un équipement dans le cadre d'une réparation, d'une maintenance, par exemple. Donc, si le technicien intervient sur un équipement, un ou plusieurs équipements, et puis un équipement, donc, un ou plusieurs techniciens peuvent intervenir dessus. Donc, la relation d'association, elle est forte. Elle peut créer une autre classe qu'on appelle la classe d'association. Donc, tel est le cas ici dans cet exemple. Donc,
Donc, cette association est aussi une classe. Donc, vous avez la relation entre la classe fichier et la classe utilisateur. Celle-ci, elle a généré une troisième classe qui est la classe d'association. Ça, ce n'est pas une relation ternaire, comme on a vu tout à l'heure. Donc, on a vu tout à l'heure que lorsqu'on a parlé de relation binaire, on a donné le cas de la relation ternaire. L'exemple que je suis en train de vous décrire maintenant, ce n'est pas comme celui-là. Cela, c'est une relation, si vous voulez, ternaire entre ces classes-là. Donc, ce n'est pas la relation binaire qui a généré quelque chose, non. C'est la relation ternaire, donc entre trois classes. Donc, chose qui est différente avec cet exemple-là. C'est une relation binaire. Elle relie fichier et utilisateur. Elle relie de façon très très forte, donc multiplicité étoile-étoile, et c'est lorsqu'il y a des multiplicités fortes, c'est là où ça peut générer une classe d'association. Par exemple, entre fichier et utilisateur, donc nous avons une classe d'association, accessibilité, donc ça dépend le type d'accessibilité de l'utilisateur pour un fichier. Ça peut être lecture, ça peut être lecture-écriture, ça peut être des tas d'éléments d'accessibilité. Par exemple, ici, j'ai le fichier etc terme 4, par exemple. Il est associé à cet utilisateur qui est Paul Noir. Donc, cet utilisateur accède à ce fichier en lecture. Par exemple, un autre utilisateur, Marie Lebrun, elle accède à un autre fichier en lecture-écriture, etc. Donc, ici, je définis le type de relation qui peut relier le fichier avec l'utilisateur. Donc, la relation fichier-utilisateur, je vous fais rappeler que c'est une relation binaire. Quelle heure il est? Voilà. On continue. Voilà. Est-ce que vous êtes en train de me suivre, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Donc, classe d'association. Voici un autre exemple de classe d'association. Par exemple, un employé peut être employé 0 à une compagnie. Une compagnie, elle comptabilise un ou plusieurs employés. Et à chaque fois qu'il y a une relation entre compagnie et employé, nous avons une classe d'association qui définit le salaire. Donc, le salaire. Donc, par exemple, un employé, il a travaillé à Sonatrach, il avait un certain salaire. Il a travaillé à l'USTHB, il avait un autre salaire. Donc, tout dépend. Lorsqu'il y a une relation entre employé et compagnie, il y a toujours une information qui devient différente, qui est relative au salaire. Par exemple, on peut trouver une autre information, par exemple, la date de recrutement. Donc, s'il a travaillé pour Sonatrach, sa date de recrutement serait différente que s'il aura travaillé par la suite à l'USCHB. Il aura une autre date de recrutement. Donc, vous voyez bien que ces informations, elles sont générées à partir de la relation binaire compagnie-employé. Parce qu'il y a nécessité de définir d'autres types d'attributs issus de la relation. En l'occurrence, par exemple, le salaire, la date de recrutement, etc. Par exemple, ici, on vous donne une forme conseillée, comment il faut répartir les attributs d'une association dans une classe. Par exemple, ici, pour une personne, je dois définir que les attributs relatifs à la personne. D'accord? Par exemple, le nom, la date de naissance, l'adresse, ce sont des attributs typiques à la personne. Je ne peux pas mettre, par exemple, dans cette classe, par exemple, une information salaire. Parce qu'une personne, en tant que personne indépendante, il n'y a pas un salaire qu'il a défini. Par exemple, lorsque vous allez partir à la PC, vous faites sortir les documents officiels relatifs à vous. Par exemple, vous faites ressortir la carte d'identité. Dans la carte d'identité, il y a votre nom, votre adresse, date de naissance, mais il n'y a pas votre salaire. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est fixe, qui va partir avec vous. Une société, par exemple, je trouve son nom, son adresse, mais je ne trouve pas le nom de l'employé ici, ou bien le nom de la personne ici. Parce que société n'est pas définie avec ce nom de cet employé ou bien cette personne. Elle est définie juste avec son nom, son adresse, etc. Ce sont des éléments propres à elle.
Par contre, la relation entre la personne et la société, c'est une relation de bien que rectangle, il n'y a pas abstract à son côté. D'accord? Quelle heure il est? Oui, je préfère terminer le cours. Voilà. Donc ici, les classes abstraites, elles sont abstraites, c'est parce qu'elles ont au moins une méthode abstraite. Donc exemple, donc j'ai forme géométrique. Donc ici, supposons calculer surface, c'est abstract, d'accord? Donc la classe, elle devient aussi abstract, donc elle devient abstraite. Dans ce cas-là, calculer surface, donc j'ai par exemple rectangle, il hérite de forme géométrique et cercle hérite de forme géométrique. Par exemple, rectangle, il va implémenter calculer surface. Donc comment il va implémenter? Il va retourner longueur fois la largeur. C'est ça l'implémentation de la surface pour le rectangle. J'ai longueur et largeur, donc il va faire la multiplication, il va retourner cette surface. Par contre, pour le carré, j'ai l'attribut rayon, eh bien, la calculer surface pour le cercle, c'est différent. Donc, il va retourner pi multiplié par le rayon au carré. L'implémentation, elle est différente de la classe cercle et par rapport à la classe rectangle. Ce sont deux implémentations différentes. Puisque ce sont deux implémentations différentes, on ne pouvait pas les faire ici. Parce que dans calculer surface au niveau de la forme géométrique, comment je calcule la surface? Je ne saurais pas comment. Est-ce qu'il faut faire pi fois rayon fois 2 au carré? Est-ce que c'est longueur fois la largeur? Et puis longueur fois la largeur, je ne les ai pas comme attribut ici. Et le rayon, je ne l'ai pas comme attribut. Donc c'est pour cette raison, on délève l'implémentation de cette méthode selon le type de la forme géométrique. S'il s'agit d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. S'il s'agit d'un cercle, c'est pi fois rayon au carré. L'implémentation au niveau de la classe mère n'est pas possible parce qu'il existe plusieurs différents types d'implémentation de cette méthode. Donc, c'est pour cette raison, au niveau de la classe mère, calculer surface, on est obligé de la déclarer comme étant une opération ou bien une méthode abstraite. Son implémentation concrète sera déléguée aux classes filles. Selon le cas, chaque classe va implémenter cette méthode à sa guise, selon le besoin. Un autre cas équivalent aux méthodes abstraites, nous avons la définition de l'interface. C'est une définition abstraite d'une classe. Donc, j'ai une classe de type interface. Donc, dans cette interface, il n'y a pas de méthode. Il y a juste des, si vous voulez, des signatures de méthode. Donc, elle ne possède pas de méthode. Donc, cette classe qui est de type interface, elle ne possède pas de méthode. Elle découple la définition d'une classe de son implémentation. Donc, ici, lien avec l'API, donc ça c'est plus poussé. C'est l'essentiel. Il faut retenir une chose. Une interface, c'est une classe qui est spéciale, qui n'a pas d'attribut, qui n'a pas de méthode implémentée. À l'intérieur de cette interface, qu'est-ce qu'on a? On a juste la signature des méthodes. Donc, par exemple, j'ai une interface. Donc, je peux la schématiser comme ça, avec l'artefact interface, comme elle peut être schématisée de façon synthétique, plus simple, interface. Et à l'intérieur de cette interface, je définis les signatures des méthodes qui vont être implémentées. Donc, ces méthodes, c'est un contrat. Toutes ces méthodes, donc toute cette interface, c'est un contrat. Celui qui implémente cette interface doit implémenter toutes les méthodes de cette interface. Pour cette raison, on vous dit que c'est une interface. Les classes liées s'engagent à respecter le contrat. Comment? En implémentant chaque opération ou bien chaque méthode d'interface. La différence entre l'interface et les méthodes abstraites ce sont les classes phi
qui implémentent, les classes filles qui implémentent la méthode abstraite de la classe mère. Alors que dans l'interface, c'est n'importe quelle classe du système, notre grade du système, qui peut implémenter cette interface. Par exemple, ici, vous avez un exemple, une interface dessinable. Dessiner contour et remplir. Donc ici, dessiner bitmap va implémenter cette interface. Donc, dessiner contour pour bitmap, c'est différent de dessiner contour pour dessin vectoriel. C'est dessiner contour pour le texte, c'est différent. 3 implémentations possibles pour dessiner contour. Donc, toutes ces, si vous voulez, ces classes vont implémenter à leur façon la méthode dessiner contour. Ils doivent aussi implémenter à leur tour remplir, la méthode remplir. Remplir bitmap, c'est différent de remplir vectoriel, c'est différent pour remplir du texte. Donc, on a presque terminé. Reste un petit moment. Voilà. Une interface et la spécification externe en termes d'opération d'une classe. Une classe, une interface peut contenir des opérations, des signatures, juste des signatures. Une classe réalise, donc implements, c'est le mot-clé implements, elle réalise. La relation, c'est réalise. Une interface, si elle est capable d'exécuter toutes les opérations de l'interface, c'est-à-dire si elle est capable d'implémenter toutes les méthodes de l'interface. On utilise la relation de dépendance pour exprimer le fait qu'une classe est cliente de l'interface. Donc, voici une implémentation, si vous voulez, d'interface. Peut-être ça, c'est pas le bon exemple. Voilà. Donc, vous avez une interface qui contient deux méthodes. Voilà, deux méthodes. Et, par exemple, deux classes qui vont implémenter justement ces deux méthodes à leur façon. Donc, implements. Donc, c'est la relation implements. Ici, ça ne devrait pas être des méthodes, mais plutôt implements. Et enfin, on a l'énumération. L'énumération, on l'a vu tout à fait au départ de notre TP, à l'occurrence au TP numéro 3, lorsqu'on a décrit l'énumération pour les statuts, etc., pour l'équipement, etc. On a vu ce genre d'informations. L'énumération, c'est quoi? C'est d'écrire les éléments possibles, les valeurs possibles d'un attribut d'une classe. Par exemple, j'ai la classe, j'ai une modélisation, par exemple, de cartes. Donc, dans la carte, je trouve le rang et je trouve plusieurs propriétés, parmi lesquelles, donc ici, vous avez propriété pique, les trèfles, couleurs, carreaux. Tout ça hérite de cartes avec une certaine valeur couleur. Donc, au lieu de modéliser le jeu de cartes comme ça c'est une modélisation fausse. Qu'est-ce qu'on préfère mettre? On va mettre la carte comme étant une classe qui a couleur et qui a le rang. D'accord? Et ça dépend ce qu'on a comme couleur et ce qu'on a comme rang. Donc, couleur, ça peut être pique, trèfle, cœur, carreau. Et rang, ça peut être as, roi, dame, etc. Donc, la meilleure modélisation, c'est de la faire à travers cette notion d'énumération. Voilà, donc ça, c'est juste un petit exercice. Et ici, ils vous définissent comment il est possible de modéliser un diagramme de cas d'utilisation. Il faut cibler les classes, les relations, renseigner les relations, les associations en l'occurrence, définir les attributs, définir les méthodes, spécifier quelles sont les classes abstraites, celles qui contiennent des méthodes abstraites, et ainsi de suite. Voilà, un exercice. Donc ici, on vous demande de traduire en Java ce diagramme de classe. On a vu pareil en TP. Et comme conclusion, c'est la dernière diapo. Donc le diagramme de classe sont les diagrammes les plus utilisés. Ils permettent de décrire des programmes objets. À travers la classe, vous pouvez directement commencer à programmer le schéma logique de la base de données, parce que les attributs plus tard, ils vont être traduits en table. Donc, ça va être traduit en table, permettre de décrire les relations, le concept de modèle métier. Donc, le diagramme de classe peut avoir plusieurs niveaux d'abstraction. Tout dépend. Donc, lorsqu'on modélise un diagramme de classe, il faut aller vers un niveau d'abstraction qui n'est pas trop spécifique et qui n'est pas trop généraliste. Donc, il faut respecter un certain niveau
d'abstraction en vue de modéliser l'aspect statique de notre système. Donc voilà, donc je crois que j'ai terminé ce cours qui a été long, mais qui est très important. Attendez un petit moment, je vais fermer la porte pour ne pas avoir de bruit. S'il vous plaît, donc ces notions, on les connaît un petit peu de façon très sommaire parce que lorsqu'on a commencé le TP, nous avons tout de suite commencé avec cette notion de classe, agrégation, composition, etc. On arrive bien à les comprendre maintenant parce que c'est du déjà vu. Donc maintenant que vous avez ce cours-là, il est possible de comprendre mieux ce qu'on a déjà vu dans le TP et plus tard dans le TD qu'on fera ensemble, Inch'Allah. Voilà. S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des questions? Donnez-moi signe de vie, au moins. Pas de question, madame. Est-ce que ça a été clair? Oui. Donc, si vous n'avez pas de questions, peut-être je vais vous donner. Quelle heure il est? À quelle heure on doit terminer? À 11h25. 11h, madame. C'était une achat de travail. On doit terminer à 11h? Oui. Oui, mais. Non, mais on devait commencer à 9h10. À 10h10, 11h10. Et encore, comme le cours il a été long, donc on n'a pas fait de filet. madame, حنايا من 9h وحنايا هنايا. D'accord. Écoutez, donc Oui. si vous n'avez pas de questions, donc le cours, on l'a terminé, le diagramme de classe. Donc je vous invite à partir de midi, mais on reprend, non? À quelle heure on reprend? Pour le TP. Pour le TD, est-ce qu'on reprend tout de suite? Oui, madame, tout de madame, suite. non, mais عندنا deux autres modèles اليوم. Maintenant, à 11h10, vous allez avoir cours avec qui? لا لا مادام عندنا معاك ومن بعد الوحدة عندنا باس دو دون. الوحدة عندكم base de données, mais quand est-ce que je vais faire ma deuxième séance, moi? Comment? J'ai pas compris. Présentiel pour le TP, peut-être. Mais le TD, il مادام نديرو faut باز qu'on le ونكمل. termine. Maintenant, si je vous libère, vous avez quoi? Base de données? madame, تما مازال نزيدو نديرو تي دي و تي بي اليوم. Théoriquement, TP et TD. Mais comme le cours, tu as un diagramme de classe, il a été long, donc je vais faire juste le TD. ايه مدام السوايع وحنا نديرو في الكور. Oui, parce que le diagramme de classe, il est long quand même. Il a pris la séance du cours et du TD, si tu veux. Donc, si vous voulez, je vous fais une deuxième séance de TD ou bien vous voulez TP? Comment? Dans ce cas-là, je vous libère et on reprend tout à l'heure. Je vais vous libérer combien de temps? Parce que là, avec base de données, je ne sais pas comment vous programmer. Au départ, il n'y avait que M. Bougnia avec moi d'abord le mercredi. Maintenant que M. Atef est rentré dans le jeu, je ne sais pas comment vous programmer. باس دو دوني 13 بصح ماشي سير. Est-ce que vous قالنا voulez ماشي سير qu'on يدير. fasse la séance à midi et demi? Qu'on commence à midi et demi? مادام عندنا باس دو دوني الوحدة بصح هو ماشي سير يدا يلحق ولا ما يلحق. Regardez, Anna Nbdelkom à midi et demi. À 1h, vous rentrez dans le lien de base de données. Si vous trouvez que vous avez base de données, vous m'informez. Je vais arrêter le TP.
Ah, d'accord. S'il n'y a pas de base de données, on continue. D'accord, madame. Voilà, donc on fait comme ça, n'est-ce pas? Oui. Donc dans ce cas-là, tout à l'heure, vous allez cliquer sur le lien, sur l'invitation du TP, qui a été programmé pour midi et demi. Théoriquement, dans une demi-heure, je peux vous expliquer beaucoup de choses. Bien sûr, s'il n'y a pas de coupure. Comme ça, on arrête et on reprend à midi et demi dans le deuxième lien de l'invitation. À tout à l'heure.